Bonsoir à toutes et à tous. Faire du volontariat communautaire une passerelle pour faciliter l'insertion socio-économique des jeunes, l'expérience est en marche. Le modèle a créé des activités génératrices de revenus au bénéfice des jeunes surtout en milieu ruraux. Ils ont trouvé de quoi éloigner l'ennui, le vice et le besoin. Mais de quelle manière? Eh bien, c'est à travers le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV. Le projet clôture ce 31 décembre. En 4 ans de mise en œuvre, les changements induits par ce projet, nous en parlons tout à l'heure et tout de suite sur ce plateau. Bien évidemment, avec l'Agence nationale d'appui au développement à la base, mais aussi avec les experts ici présents. Juste à côté de moi, nous avons Madame Eleonore Mazalo Katanga. Elle est la directrice générale de l'ANADEB. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Pierre. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci. Juste à côté de Madame Katanga, nous avons Monsieur Joachim Boko. Il est le chef projet EJV. Il vient de la Banque mondiale. Bonsoir, Monsieur Boko. Bonsoir, Monsieur. Bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. Juste à côté de moi, à ma gauche, ici, tout près, nous avons M. Yao Sefiamenou Sechi. Il est expert en développement, conseiller de jeunesse. M. Sechi, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence. Merci, c'est un plaisir. Nous avons à l'extrême gauche M. Sim Yassa Ahuilelo Badjo. Il est un consultant indépendant, spécialiste en suivi et évaluation. Monsieur Badjo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pierre. Ça fait bientôt 2 mois que vous êtes déjà passé dans cette émission. Ce soir, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors, Madame la directrice générale de l'ANADEB, Madame Katanga, il y a quelques jours, vous étiez sur le terrain à travers l'ensemble du territoire. Vous étiez en mission d'évaluation, on va dire, pour un projet qui va clôturer d'ici quelques jours. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette sortie? Merci beaucoup. La semaine dernière, l'ANADEB et la Banque mondiale, je voudrais rappeler que le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables est soutenu financièrement et techniquement par la Banque mondiale. Donc, depuis 4 ans, nous avons eu à travailler sur le terrain. Et puis, la dernière année, c'est-à-dire, comme vous l'avez si bien dit, le 31 prochain, on mettra fin à la mise en œuvre de ce projet avec le financement de la Banque mondiale. Donc, il était intéressant d'aller un peu lire ce qu'on a mis sur les papiers dans la vie des bénéficiaires, c'est-à-dire des jeunes et des autres parties, des autres acteurs qui ont pris part à la mise en œuvre de ce projet au niveau des villages, au niveau de la région. Voilà et ce qui a justifié la visite conjointe de la Banque mondiale et d'ANADEB sur le terrain. Nous étions également aussi avec les ministères, d'autres ministères sectoriels qui ont accompagné la mise en œuvre de ce projet durant les 4 ans. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu de belles choses. Nous avons pu, en tout cas, traverser rapidement 4 régions sur les 5. Nous n'avons pas pu faire la région maritime, mais je suis sûr que je peux compter sur la disponibilité de mon ami Joachim pour l'étape de la maritime, même après le 31 décembre. Vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention que le projet prend fin financièrement et techniquement avec la Banque mondiale. Et c'est-à-dire que c'est seulement avec la Banque mondiale et que le volet gouvernement continue avec le projet, mais le projet clôture dans son ensemble. Qu'en est-il exactement? Il y a de très belles choses sur le terrain qu'on ne peut pas. Si aujourd'hui la Banque mondiale nous a accompagnés pendant 4 ans, c'est beaucoup, c'est important. On aurait envie de continuer avec la Banque mondiale pour ne pas seulement rester avec les 14 000 jeunes Togolais qui ont été bénéficiaires de cet appui. On aurait voulu que tous les jeunes en milieu rural au Togo puissent bénéficier de cet accompagnement du projet EJV. Mais bon, c'est un projet. Et un projet, ça se limite dans le temps. Un projet, ça se limite dans le temps. Mais on se dit, après la fin du financement de la Banque mondiale, nous avons le devoir de continuer d'une manière ou d'une autre l'accompagnement de ces jeunes
qui ont commencé par avoir foi à un lendemain meilleur. Aujourd'hui, nous avons au moins 9000 jeunes qui ont commencé des activités génératrices de revenus. Nous allons revenir... Oui, et donc tous ces jeunes-là, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a de nouveaux défis. D'accord. Parce que c'est ça le développement. Vous réussissez une étape et puis elle appelle une autre étape. Donc on a de nouveaux défis pour lesquels nous avons toujours besoin de la Banque mondiale et puis d'autres partenaires, bien sûr, pour continuer d'une manière ou d'une autre par être présent aux côtés de ces jeunes-là qui ont commencé par avoir foi en un lendemain plus intéressant. Alors, Madame Katanga, vous avez beaucoup à nous dire ce soir, mais en attendant, Monsieur Boko, vous qui représentez la Banque mondiale ici en tant que chef projet EJV, vous avez fait également la descente sur le terrain. Quelles sont vos impressions à quelques jours de la clôture de ce projet? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je peux dire, en fait, résumer mon impression, je peux dire que c'était avec beaucoup de fierté que nous avons constaté la matérialisation de ce que nous avions écrit sur papier il y a 4 ans. Et ça a fait beaucoup plaisir. Ça a fait plaisir de voir ce que ces projets, les micro-projets d'infrastructure ont changé dans les communautés que nous avons visitées. Ça fait plaisir de voir, comme dit Mme Katanga, des jeunes qui reprennent espoir, des jeunes qui ne sont plus tellement intéressés par le départ à l'aventure, des jeunes qui vraiment étaient reconnaissants au gouvernement pour les efforts, de s'être souvenus d'eux et pour les efforts qui ont été réalisés à leurs endroits. Donc ça m'a rendu vraiment fier au nom de toute l'équipe qui m'accompagne dans la supervision de ce projet. De toute façon, nous avons fait aussi une descente sur le terrain bien avant vous, où nous avons aussi recueilli des témoignages de ces jeunes bénéficiaires de ces projets. Tout à l'heure, nous verrons justement la portée de ce projet, et ses atouts, ses faiblesses, ses limites également. Et vous, monsieur Sefia Menou Sechi, vous qui êtes expert en développement, conseiller de la jeunesse, vous avez eu vent de ce projet. Aujourd'hui, vous pensez que c'était ce qu'il faut pour ces jeunes en milieu rural? Ok, merci pour la question. Comme vous le dites, en tant que spécialiste des jeunes, je pense que ce projet rentre dans la droite ligne de la politique nationale de la jeunesse du Togo. Moi, je parle en tant que spécialiste des jeunes, donc je cite des textes ou des documents qui sont relatifs à la promotion des jeunes. Donc, dans ce document, je pense qui a été encore réactualisé le 4 novembre 2019, il s'est agi de pouvoir permettre aux jeunes de prendre en main le développement, et on change de paradigme à travers ce projet en ne donnant plus seulement du poisson aux jeunes, mais en leur apprenant, même dans des zones où il n'y a pas de l'eau, à pouvoir pêcher, donc à pouvoir s'adapter, à tenir compte des réalités de leur milieu. Donc moi je me dis que c'est un chapeau et qu'il faut adresser à l'ANADEB et à tous les acteurs de mise en œuvre. Et la deuxième impression qu'on a, c'est l'engouement des jeunes, parce que tout semblait, entre guillemets, comme s'il n'y avait pas d'espoir, mais avec cette opportunité où on te demande qu'est-ce que tu veux toi-même faire. Donc ça veut dire qu'on ne t'impose pas a priori ce qu'on veut, mais on te demande selon tes capacités, après avoir essayé d'apprécier un peu ce dont vous êtes capable, de pouvoir dire moi je veux exceller dans tel ou tel, et l'appui et l'accompagnement et tout le processus, une approche assez pédagogique. Voilà, donc c'est ce que moi je peux dire pour le moment. Voilà. Alors pour le moment, voilà ce que vous pouvez dire sur ce projet EJV. Monsieur Simiassa Abilelo Badjo, spécialiste en suivi et évaluation. Ce projet tire vers sa fin, 31 décembre, ça ne va plus exister. Vous avez également connaissance de ce projet? Oui, merci beaucoup Pierre. Avant toute chose, je voudrais quand même, remercier le gouvernement et puis ANADEB pour ce travail impressionnant. Et comme l'a dit le représentant de la Banque mondiale, ce qui était sur le papier s'est matérialisé pendant 4 ans. Et comme l'a dit mon collègue,
l'engouement des jeunes, c'est palpable. Comme le disait l'autre, la volonté, quand on arrive à faire naître ça dans la jeunesse, c'est tout le pays qui gagne. On connaît les statistiques par rapport à la jeunesse et je connais une dame ici qui dit toujours si on ne s'occupe pas de la jeunesse, c'est elle qui va s'occuper de nous. Donc c'est ce qui s'est passé, on s'est occupé de la jeunesse et elle est prête maintenant à s'engager. Merci. La jeunesse, elle est prête à s'engager et nous avons suivi cette jeunesse à travers ce document que nous vous proposons de suivre. Ça retrace un peu le début, l'évolution et la fin de ce projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Suivez. Ils sont identifiables par leurs gilets et casques les jours de leurs travaux communautaires. Des jeunes engagés volontairement pour le développement de leur communauté. On les retrouve dans les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Un cadre formel d'accès à des emplois temporaires rémunérés créé par le projet d'opportunité d'emploi aux jeunes vulnérables EJV. En 4 ans, 200 villages à travers les 5 régions du pays ont été touchés par le projet. Il visait des jeunes peu ou mal intégrés dans le tissu socio-économique national. Il a offert des opportunités d'emploi. Un flashback et l'on revoit le chemin parcouru. Nous partons sur les traces des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ces images de Omojoa sont encore vivaces dans les esprits. Le volontariat communautaire s'est exprimé par la réalisation des ouvrages de tout genre. Ici, c'est la construction d'une piste rurale. Là, des ouvrages de franchissement. Avant, c'était nous-mêmes qui se débrouillés. Et maintenant, actuellement, comme nous avons gagné le projet avec ANADEB, nous avons ce que sur ce pont, l'ancien pont, c'était seulement pour les vélos, les piétons, plus quelques motos. On ne pouvait rien passer sur ça. Donc maintenant, comme nous avons le projet, et que le projet nous est financé, les élèves, plus les malades, plus même si on a un petit tricycle avec un malade, les femmes accoucheuses, on peut les amener à l'hôpital. Et même transporter même aussi les marchandises pour le marché. Et nous avons décidé de faire ce petit pont pour l'amélioration. Tous ces ouvrages ont été réalisés dans le délai par ces jeunes engagés au service du développement de leur communauté. Les changements induits se capitalisent. Dans ce village de Okama dans les plateaux, ce bassin construit par le groupe des 70 jeunes sélectionnés est une importante source de revenus de la communauté. D'abord, on a fait un petit barrage. Avec le barrage maintenant, on a pris le lieu PVC 160 jusqu'à porter avec encore un retenue d'eau. Donc, avec le retenue d'eau, on a pris le tuyau 100 aux états. Donc, avec les états maintenant, on a les regards. C'est vrai que ça étant un indépendant. Avec ça, on a les communications d'eau. Après ça, on a enseigné les états. Et avec le petit Timon, ils ont détenu 70 jeux. Bon, 35 hommes et 35 bon, on a fait le 25 petits corps. On a causé les camps. Et chaque jour, les jeunes ils gagnaient 1500 par jour. Ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'avant de démarrer, on avait tenu un asile dans le milieu Okama. Parce que ça veut dire qu'Okama, il n'y a pas de saisie. Parce que les enfants quittent d'ici à Takpami de 7 km. Quand ils arrivent là-bas, c'est la grossesse. Les hommes, c'est de courir derrière la télévision. Et quand le projet est arrivé, on avait tenu un asile. On s'est dit que si nous crions, nous crions le poisson piscicole et nous vendons le poisson, ça va nous aider pour la création du saisie. Bon, ça nous a aidé quand on a vendu. Quand on a vendu le poisson, on a trouvé plus de 450 000. Et avec les appuis de multifonctionnaires, avec quelques petits fonds, ça va au-delà de 850 000. Avec ça, on a créé le CC à Okama.
Aujourd'hui, le village reçoit la visite d'une mission d'évaluation du projet. Okama va être cité parmi les bons exemples à suivre. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse et contente de voir ce que les jeunes ont réussi avec leur AGER, avec la formation de FODA et aussi avec le Trimo. Donc c'est vraiment étonnant et je suis très contente de voir la réalité ici. Et on voit maintenant la réussite par rapport au secteur agricole ici dans le village. On voit que l'alphabétisation a rendu les gens plus productifs dans leurs AGER. On retient que les jeunes ont créé des travaux pour eux-mêmes. Donc, c'est bien ça. Avant, je fais Akwan et Soga. Mais maintenant, je fais les choses ajoutées encore. C'est Anadeb avec le Bac mondial qui m'a dit de faire tout. J'achète maïs, j'achète Soga, le mil. Toutes les choses j'achète et je vends garé avec sucre et gâteau. Le projet nous a apporté beaucoup de choses. Avant, on est français même quand on a allé autre pays. Je ne suis pas à la maison, j'ai déjà oublié dans le français, mais on nous a fait les Africains, je comprends français maintenant. Si on trouve l'argent, on regarde nos enfants avec nos maris. Avant, nos maris vont prendre l'argent pour faire les champs. Maintenant, nos maris ne prennent pas l'argent. On leur donne de travailler. Si l'enfant est malade, je fais comme ça. Marie n'en a pas, je lui donne, il va faire tout. Maintenant, là, il n'y a pas de problème. Ce collège d'initiative communautaire est l'un des fruits de l'engagement volontaire auquel ont souscrit les jeunes d'ici. Certains sont allés apprendre des métiers, par exemple la couture, par exemple la mécanique, mais n'ont pas de moyens pour s'installer à leur propre compte. Mais le projet aujourd'hui leur a permis de s'installer à leur propre compte. La mission d'évaluation va alors à la rencontre des localités bénéficiaires. Elle leur prête oreille attentive, elle prend en compte leurs préoccupations. Merci pour vraiment la démonstration. Et je suis vraiment impressionnée par l'engagement de la communauté, impressionnée par la solidarité que je vois, impressionnée par voir que EJV a changé complètement la dynamique et la vie, les conditions de vie des populations de Okama. Les populations ont montré que l'impact de ce projet n'est pas seulement par la construction des infrastructures, mais l'impact va au-delà de cela. Parce qu'aujourd'hui, à travers les TIMO, à travers les formations qu'ils ont reçues, à travers les opportunités d'épargne et les supports financiers qu'ils ont eu comme subventions, ça leur a permis d'avoir des AGR. La pisciculture qu'ils sont en train de faire leur a permis d'améliorer leur nutrition à eux, mais aussi d'avoir des revenus. Le projet répond à un besoin réel de ces jeunes vulnérables. Et c'est le lieu même de remercier le gouvernement et la Banque mondiale et l'ANADEM pour ce projet. Le second facteur, c'est l'identification même de ces jeunes-là dans la communauté. Donc, ça, le choix des bénéficiaires a été fait de façon aléatoire. Donc, ça a permis vraiment au projet de réussir. Le second facteur, c'est l'encadre de ces ONG-là. Ces ONG travaillent déjà dans ces communautés et elles sont habituées à les accompagner. Ça aussi, ça a été vraiment un facteur de succès. Aujourd'hui, avec le projet EJV, il y a cette cohésion sociale. Les gens se mobilisent, c'est-à-dire restent ensemble pour apporter un plus au développement de leur communauté. C'est déjà un truc à saluer. C'est déjà une valeur ajoutée par rapport à ce projet. S'il est encore loin de mesurer à l'instant les impacts du projet, l'unanimité se dégage. Des progrès importants ont été faits en termes de réalisation. Les financements reçus se transforment en résultats.
Et c'est depuis l'année 2019 le projet. Et on a eu un projet au village qui s'appelait EJV, projet d'Anadeb, pour faire le travail qui s'appelait Timo. C'était un menuisier qui n'avait même pas les matériels pour commencer. Il n'avait même pas l'idée d'ouvrir un atelier. Mais maintenant, on a travaillé l'EJV. J'avais épargné l'argent et après tout, l'Anadeb m'a encore subventionné 60 000 sur mes comptes. Ils m'ont payé les matériels. C'est les matériels qui sont derrière moi. Ici, il y a le politeuse, la politeuse, la perceuse et la défonceuse. Avec ces 3 matériels, déjà je suis professionnel. Avant là, je faisais un peu d'élevage. Mais je n'ai pas l'argent pour prendre la tête de là. Je fais un peu d'élevage, je fais agressage. J'ai pris ma cage, acheter les poules pour mettre dedans. Actuellement, je évolue. Mes enfants, il n'y a plus de souffrance comme avant, c'était. Je n'ai pas d'argent pour les regarder à l'école, pour les soutenir, déjeuner, tout. Maintenant, là, je suis contente d'Anadeb. 14 000 jeunes ont été ciblés par le projet EJV. Parmi eux, 11 000 ont été appuyés dans l'élaboration de leur plan d'action. 9 000 bénéficiaires de ce groupe sont aujourd'hui dans les AGR porteuses. Ça nous donne le bénéfice de ce qu'on a dans notre balage là pour les pets. Pour nous aussi, c'est de là qu'on va faire le jardin aussi. Et aussi l'élevage, on a bénéficié là-bas aussi. Ça a changé beaucoup de choses. La retenue d'eau n'était pas là, nous on souffrait. Nos bêtes, en saison sèche, l'eau finit carrément. Nos bêtes ne trouvent pas à boire. À ce moment, les jeunes allaient au Nigeria. Et apparemment maintenant, les gens ont vu qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de rentrer dans leur village. Et il y a certains même demandent même de loin pour venir rester et profiter de cette barrage-là. On avait des choses comme difficulté de l'eau et actuellement on a dit à tout faire, on nous avait appelé, on a fait la sélection, on a gagné la retenue. Actuellement, nous avons de l'eau, on a plus de l'eau. Nous avons les bêtes qui prennent de l'eau de là. Il y a aussi ceux qui ont fait le jardin, les femmes, les jeunes. Moi-même, j'étais au Nigeria et j'ai travaillé là-bas. J'amenais les métayers pour qu'ils me travaillent. Et lorsque j'ai entendu parler de cette activité, j'ai obligé de revenir. En novembre 2017, nous avions eu la mise en vigueur et nous avons commencé tout le travail de préparation de la mise en œuvre de ce projet. Et ce projet avait pour objectif d'enrôler 14 000 jeunes dans les travaux, autour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire des projets communautaires identifiés par les villages bénéficiaires, c'est-à-dire 200 villages qui étaient prévus. Et donc, chacun de ces villages devait identifier un projet communautaire. Puis après, nous avions un autre objectif qui est d'accompagner au moins 10 000 jeunes à réaliser des activités génératrices de revenus, à les étendre à travers l'approche de formation en développement d'affaires, le FODA. Et donc, ces jeunes devaient recevoir des séances de renforcement de capacité pour les aider à maîtriser tout le processus de mise en place d'une activité génératrice de revenus ou d'extension d'une activité génératrice de revenus. Nous avons constaté qu'il a apporté un plus à la vie de ces jeunes en termes de capacité à réaliser des activités génératrices de revenus. Et surtout, l'élément qui est important,
ce projet a permis la consolidation de la cohésion sociale au sein de la communauté. Le volontariat communautaire, c'est aussi 116 km de pistes rurales construits sur l'ensemble du territoire à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il a aussi favorisé l'inclusion sociale, l'harmonie et la paix. Des résultats sur lesquels les élus locaux pourront capitaliser pour répondre aux défis de développement de leur commune. Et nous voici de retour sur ce plateau. Vous êtes dans le Togo en marche. Madame Katanga, nous venons de suivre ce document qui retrace ce projet EJV. La question que moi j'ai envie de vous poser, on le sait, l'ANADEB, c'est beaucoup de projets et programmes sur l'ensemble du territoire national, mais avec l'EJV, qu'est-ce qui faisait donc la particularité de ce projet? Merci beaucoup. La particularité avec le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, c'est l'accompagnement des jeunes. L'ANADEB, c'est vrai, elle est beaucoup plus, depuis sa création, elle a beaucoup plus travaillé autour des acteurs du développement là-bas, de la mise en place des projets de développement en termes d'infrastructures. Voilà le domaine dans lequel l'ANADEB est plus connue. Mais l'ANADEB avec des jeunes, l'accompagnement des jeunes, non. C'est avec EJV, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, que l'ANADEB s'est vraiment illustré dans cet exercice. J'appelle ça exercice aujourd'hui parce que ce n'était pas évident en 2018. On lisait un document, c'est vrai, on a participé au montage du projet, on lisait les lignes, on essayait. Et donc aujourd'hui, l'ANADEB est devenue experte en accompagnement des jeunes en milieu rural, des jeunes ruraux dans leur insertion socio-professionnelle grâce au projet. Voilà la première chose que nous retenons, que nous gagnons en tant qu'institution. Nous avons aujourd'hui une approche bien cohérente d'accompagnement des jeunes en milieu rural pour leur insertion socio-professionnelle. Oui. Et également, quand vous travaillez avec un partenaire, pendant 4 ans, tous vos mécanismes de gestion reçoivent, reçoivent un souffle nouveau. Donc, au niveau institutionnel, l'ANADEB a appris aussi à travailler avec une institution comme la Banque mondiale qui est assez regardante. Oui, c'est tolérance zéro. C'est vraiment tolérance zéro sur les procédures et tout. Et donc voilà des éléments que nous avons, deux grandes leçons que nous retenons, deux grandes richesses que nous retenons de ce projet, l'accompagnement des jeunes et surtout la gestion, en tout cas de toute l'institution qui a reçu d'une manière ou d'une autre l'appui de la banque pendant toute cette période pour s'améliorer. Durant 4 ans? Durant 4 ans, voilà. Oui. Alors, Monsieur Boko, vous qui êtes le chef de ce projet à la Banque mondiale, il n'y a pas que 14 000 jeunes en milieu rural, il n'y a pas que 200 villages à travers l'ensemble du territoire. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi 14 200 villages pour une durée de 4 ans? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, vous avez parfaitement raison. Le problème de l'emploi des jeunes, surtout des jeunes en milieu rural, est un problème, disons, c'est dans l'air du temps, on va dire. Et quand nous avons analysé le contexte togolais, nous avons remarqué que, en fait, le gouvernement fait beaucoup d'efforts à l'endroit des jeunes en termes d'initiation de programmes. Mais notre constat a été que, en fait, ces programmes étaient orientés vers les jeunes d'un certain niveau, surtout les gens qui ont été à l'école, les gens qui ont un diplôme et qui peuvent aller à l'ANBT ou à l'ANPE pour solliciter des accompagnements. Et là, ce projet met l'accent sur les jeunes déscolarisés ou bien non scolarisés même. Pour qui,
En tout cas, avant ce programme, il n'y avait rien, en fait. Et nous aurions pu faire beaucoup plus grand. Malheureusement, en fait, nos moyens étaient limités dans le temps et donc il fallait faire un choix. Et nous avons décidé de focaliser l'intervention sur les villages les plus pauvres du pays sur la base de la carte de pauvreté établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Donc nous avons identifié dans un premier temps les cantons les plus pauvres et de ces cantons, nous avons tiré 200 villages de façon aléatoire pour pouvoir, disons, orienter l'intervention. Voilà un peu comment... En fait, on était limité par les ressources disponibles et c'est pour ça qu'on a dû faire un choix. Le choix a été fait et aujourd'hui les résultats sont là. Monsieur Séchi, quelle lecture faites-vous de ces résultats? Merci. Encore une fois, félicitations à ANADEB qui a porté ce projet ambitieux parce que, comme Madame la directrice générale a dit, ce n'était pas aussi gagné au prime abord. Donc c'est une école. Et je pense que la première impression, c'est que vous voyez les bénéficiaires même qui sont très contents, qui sont heureux et qui sont prêts à pouvoir témoigner. Parce qu'une chose est de bénéficier, mais une autre chose est de s'approprier le projet. Et je note également avec satisfaction, je reviens encore toujours dans les principes même, les principes cardinaux qui fondent la vision qu'on a de la jeunesse. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de créer une jeunesse solidaire, une jeunesse engagée, une jeunesse responsable, autonome et imbue de valeurs citoyennes. Aujourd'hui, au travers du projet, on peut dire que on a recréé, on a insufflé la solidarité au sein de la jeunesse. Et beaucoup ont parlé de cohésion sociale. Donc c'est de façon spontanée les jeunes qui se lèvent pour pouvoir apporter une solution à un problème dans leur communauté. Et cela dénote également de leur engagement. Parce que personne n'a dit qu'on l'a forcé, mais les gens ont dit plutôt qu'ils sont venus volontairement. Et ensuite, ça les pousse à devenir autonomes parce qu'aujourd'hui, on parle de 9000 jeunes, plus de 9000 jeunes qui ont des activités génératrices de revenus. Et qui sont accompagnés. C'est pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes et qui ne dépendent pas. Donc aujourd'hui, on a pu inverser cette tendance-là, même s'il y a encore à faire. Et comme vous avez posé la question, moi j'attends d'écouter auprès du chef de projet. Bon, ok, la phase 2, ça commence tel jour. Et bon, voilà, peut-être je jette déjà le... Et ça les pousse à être responsables. Donc à pouvoir prendre soin de leur famille, à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, à pouvoir réfléchir. Aujourd'hui, c'est important parce que, et comme la feuille de route du gouvernement même le dit, et avant le PND, ne laissez personne de côté. Et la jeunesse est le moteur même qui doit pousser le développement. Et donc, il faudrait qu'on puisse apprendre aux jeunes à pouvoir se prendre en main. Et le projet démontre qu'on doit compter. Et on peut compter sur les jeunes pour pouvoir réécrire de nouvelles pages du développement. On doit compter et on peut compter sur les jeunes. C'est ce que semblent nous dire les résultats de ce projet. Monsieur Badjo, vous partagez cet avis? Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pierre. Je partage parfaitement son point de vue. C'est l'expert en développement de la jeunesse. Alors, ce qui est clair, quand on voit tout le contexte aujourd'hui au niveau mondial, la question de la jeunesse, elle est importante. Mais également la question de la vulnérabilité. On crée plus de richesses, mais on voit que c'est concentré dans la main d'une partie, alors qu'il y a plus de vulnérables. Et donc, si la jeunesse peut contribuer à quelque chose, je pense que c'est ce qui a été fait comme choix au niveau du projet, qui a été porté par la Banque mondiale, qui fait un effort pour réduire la pauvreté. Et quand on voit déjà l'engouement de la jeunesse, c'est qu'elle est disponible, mais il faut de la motivation. En tout cas, montrer la voie à cette jeunesse parce qu'elle est en train d'apprendre. Et ça, comme Madame l'a dit, c'était un apprentissage pour la jeunesse, mais en même temps pour une structure comme
ANADEB qui intervient pour la première fois sur la question de la jeunesse et surtout l'engagement de la jeunesse à contribuer à son développement et au développement du pays. Comme le disait John Kennedy, on leur a appris à ne pas rester à attendre qu'est-ce que le pays devra faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. Voilà, merci beaucoup. Et voilà. Et cette autre question, c'est que le projet, vous l'avez conduit à travers une approche. L'approche, c'est le développement conduit par les communautés. Et comment fonctionne justement cette approche? Merci beaucoup. Le développement conduit par les communautés, c'est ce développement, c'est cette façon de travailler où la communauté est au centre de tout le processus de son développement. Quand si vous avez bien suivi, vous constaterez que ce n'est pas quelqu'un qui a choisi, qui a désigné les jeunes. C'est les jeunes eux-mêmes qui se sont auto-sélectionnés, si on revient à la chose. Même les villages, ce n'est pas l'ANADEB ou la Banque mondiale qui a dit « allez-y dans tel village ou dans tel autre ». Nous avons reçu la première liste des cantons les plus pauvres de notre pays, de l'INSED. Et au niveau, après on a procédé à la sélection même des villages qui devaient être bénéficiaires. Donc c'est vraiment un choix, une sélection participative, je le dis ainsi, parce que tout le monde est là et on fait le tirage devant tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire voilà ce que... Donc voilà, pour le choix des villages, ça a été aléatoire, mais vraiment devant tout le monde, transparent. Et maintenant, même au niveau des villages, quand on a apporté l'information, c'est les jeunes qui sont venus eux-mêmes s'inscrire. Ce n'est personne, on a donné l'information au cours d'une assemblée générale et donc les jeunes sont venus s'inscrire chez le président ou bien chez les membres du comité de développement du village, CVD. Puis après, tout l'accompagnement a été fait à ce comité-là, d'abord pour qu'ils puissent identifier. Ça, c'est la FGB, la formation en gestion à la base. C'est une démarche du développement communautaire, du développement conduit par les communautés, où on explique, où on apprend aux membres du comité de développement à la base comment analyser son village, comment analyser le développement de son village en regardant ce qui est bon et ce qui peut être amélioré, les richesses et les difficultés du village. Et maintenant, ils essaient de prioriser les différents projets qui découlent de leur analyse de leur milieu. Et donc, c'est eux qui retiennent le projet qu'ils doivent réaliser, ou une retenue d'eau, ou aménager une piste, ou mettre en place un verger. Il y a eu beaucoup d'imagination de la part des communautés, en tout cas face dû à leurs difficultés, des difficultés auxquelles ils faisaient face et qui voudraient sortir de cet état. Et donc, l'accompagnement continue quand ils identifient la priorité, c'est-à-dire le projet prioritaire, et qui nécessite le travail de ces jeunes, l'acquisition du matériel pour faire le travail, par exemple pour mettre en place les étangs, pour aménager la piste. Le matériel de travail est acheté par le comité de développement, le comité villageois de développement, à qui on apprend comment passer le marché vraiment pour plus de transparence et pour éviter des problèmes. Donc on a fait ce travail et c'est le comité de développement qui fait ce processus, retient un fournisseur de matériel et passe le marché avec lui. Et maintenant le matériel revient et les jeunes commencent par travailler. Donc voilà un peu comment le village est au centre de son développement. Ce n'est personne qui est venu dire. Et tout le reste, on essaye. C'est une approche aussi assez intéressante, mais qui est coûteuse aussi. Ça, il faut le noter, parce qu'il faut aller au rythme du comité, des membres du village. Et il faut compter avec leur disponibilité et la capacité à assimiler tous les thèmes qui vont être développés pour les aider à jouer leur rôle dans ce processus. Voilà. Et la mise en œuvre, au moment du travail,
le village ne se retire pas pour laisser les jeunes travailler. Ils sont là à travers le comité qui fait le suivi jusqu'à la fin. Et de cette approche, il fallait partir des TIMO pour aboutir aux AGR. Pourquoi ne pas peut-être aller directement par le financement dans les AGR, mais les amener à travailler avant d'être subventionnés après, M. Boko? Ou bien Madame vous l'avez bien? Non, ok. C'est une excellente question. En fait, à la conception du projet, on est parti d'un constat qui est simple. En fait, en milieu rural, pour le type de cible que nous avons choisi, les contraintes auxquelles cette cible-là a fait face sont énormes. D'abord, faire face au quotidien tous les jours, c'est pénible. Je me rappelle ce petit témoignage dans un des villages au nord du pays, où une jeune femme bénéficiaire a dit qu'avant le projet, quand elle allait se coucher, elle ne voulait pas se réveiller le lendemain parce qu'elle ne voulait pas faire face aux défis du lendemain. Donc il y a des besoins immédiats. Ensuite, il y a la contrainte des capacités. On n'a pas été à l'école loin, donc on a peu de compétences. Et donc on ne peut pas se mettre sur le marché de l'emploi comme tout le monde. Il faut trouver une autre façon de se débrouiller. Il n'y a pas de capacité. Par exemple, une autre façon de se débrouiller, c'est entreprendre. Mais il n'y a pas de capacité. Et la troisième contrainte, c'est l'accès au capital. Bon, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas aller solliciter du prêt quelque part, même si vous avez de bonnes idées. Donc le projet a été pensé de sorte à aider les jeunes à faire face à des contraintes, des besoins immédiats à travers la mise à disposition d'opportunités d'emploi temporaires. Donc, ils travaillent 10 jours, on leur donne l'argent. Et sur cet argent, ils épargnent un peu pour entreprendre après. Dès le début, on leur a expliqué cela. Et sur cette base aussi, pendant qu'ils travaillent pour gagner de l'argent, pour faire face aux besoins immédiats, on leur donne les capacités pour pouvoir entreprendre à travers la formation FODA, formation en développement d'affaires dont parlait Mme Katanga Tando. Je fais une petite parenthèse pour remercier le partenaire GIZ qui a travaillé avec la direction de la jeunesse et de l'emploi pour vraiment développer cette approche que nous avons trouvée vraiment intéressante et des témoignages que nous avons reçus. Et cela a beaucoup aidé les jeunes à mûrir leur idée d'affaires et à pouvoir démarrer une AGR. Et donc, on leur donne les capacités et on les aide à clarifier leurs idées en analysant les opportunités dans leur milieu. Et une fois qu'ils ont choisi une idée, on leur donne, pour ceux qui ont pu mettre un peu d'argent de côté pour démarrer l'idée, on leur donne une subvention supplémentaire pour vraiment lancer l'activité. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que l'activité a été lancée, on leur met à disposition un coach qui les guide pendant les premiers 6 mois de la mise en œuvre de l'activité. Ça fait qu'on limite le taux de mortalité, je vais dire, de ces micro-projets, de ces micro-entreprises que ces jeunes ont réalisées. Donc, c'est une approche, disons, holistique par rapport à la problématique de l'emploi des jeunes en milieu rural. Et de notre constat sur le terrain, cela a très bien fonctionné. Cela très bien fonctionné selon le chef projet de la Banque mondiale. Cette approche qui permet aux communautés de conduire elles-mêmes leur propre développement, comment est-ce que vous l'appréhendez vous aujourd'hui au vu des résultats que nous avons? Si on peut citer un exemple, dans les plateaux, nous avons vu dans ce village, à travers Okama, voilà, ces populations qui sont arrivées à construire elles-mêmes une école communautaire grâce au TIMO. Cela reste un exemple. Oui, cela reste un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'approche est à saluer. Parce qu'on comment on dit ça, on ne développe pas, on se développe en fait. Donc, on n'apporte pas, on ne fait pas tomber la manne du ciel, mais on inculque des valeurs qui poussent les gens à pouvoir être résilients et à pouvoir
développer eux-mêmes. Donc vous voyez que je suis content parce que, en fait, la question qui me traversait en fait l'esprit, c'est, voilà, on a choisi 200 villages. Aujourd'hui, il faudrait qu'on voit, je ne sais pas si ça sera une compétition ou quoi, mais des villages champions qui peuvent transmettre, parce qu'on a pris des villages dans des cantons de façon aléatoire. Bon, maintenant, est-ce que les villages qui ont bénéficié sont capables de pouvoir transmettre le savoir, la petite expérience qu'ils ont? Ça leur fait encore grandir, hein, parce que s'ils arrivent à transmettre, c'est qu'eux-mêmes, ils ont assimilé. Donc peut-être c'est des pistes, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, là, on est dans ce schéma avec ces villages-là qui sont à même de pouvoir transmettre ce qu'ils ont acquis? Oui, oui. On peut trouver on a des villages qui sont des villages modèles. Voilà. Dans leur zone. D'accord. Où ils sont même devenus un miroir où les autres peuvent venir se regarder. Absolument. Donc il faut féliciter cela. Et moi j'ai vu également à travers cette approche-là que quand on implique les comités villageois de développement, aujourd'hui, ça devrait être une école sur laquelle les communes devraient se baser. Parce que là, vous savez, il faut élaborer par exemple les plans de développement de la commune, mais c'est un travail d'analyse, c'est-à-dire il faut prioriser, etc. Donc si les villages ont déjà cette capacité, il faudrait peut-être voir comment passer à l'échelle de telle sorte à ce que, comme l'effet de boule de neige, que tous les villages, par exemple, dans un canton, assimilent la démarche et ensuite tous les cantons, en fait, parce que c'est les cantons qui forment les communes aujourd'hui, que tous les cantons assimilent et en même temps, ça facilite le travail aux maires et aux autres conseils municipaux. Et l'approche est plus, ça ne sera plus compliqué quand on va leur demander de pouvoir apporter des propositions, etc. Parce qu'ils ont déjà fait l'exercice une ou deux fois, etc. Donc c'est l'impression qu'on a. Et moi, au-delà, il faut voir que cela participe également à lutter contre la délinquance. On n'a pas peut-être vu ça directement, mais ça participe parce que le cas du menuisier qu'on a vu tout à l'heure, vous imaginez, aujourd'hui on parle d'extrémisme violent, on parle de beaucoup d'autres thématiques qui sont liées à l'emploi des jeunes, mais lui, il travaille, il a son atelier, il a donné l'exemple selon lequel lui ne faisait rien et qui n'a jamais même rêvé à ça. Mais aujourd'hui, il est fier et il a utilisé le terme professionnel. J'étais très content parce que ça m'a fait sourire. Il dit d'accord, ben voilà, il faudrait qu'on le pousse à devenir un champion de telle sorte qu'il aide d'autres personnes à aussi être des professionnels. Voilà, on a vu Nalakara, ce jeune-là aussi, qui est revenu du Nigeria parce qu'il a appris qu'aujourd'hui, il peut, à partir de ces initiatives-là, s'autodévelopper. Monsieur Badjo, l'approche de développement conduite par les communautés, est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui dans ce contexte de communalisation? Merci beaucoup. Effectivement, c'est important que le changement vienne de moi. Et c'est ce qu'on a, en tout cas, réveillé chez les communautés. Et c'est une bonne approche. Alors, ce que moi, je voudrais peut-être demander, c'est on a pris des communautés vulnérables, c'est une bonne chose. Alors, peut-être qu'une autre démarche serait de communiquer pour que les communautés elles-mêmes expriment déjà ce besoin-là. Et donc, on demande aux communautés d'analyser leur contexte et puis de soumettre cette je crois que demande-là. C'est ce qui se fait, je crois. Oui, je m'explique un peu. Aujourd'hui, on est parti des données statistiques pour dire, OK, vous êtes vulnérable. Donc, voilà une situation qu'on voudrait, en tout cas, vous aider à changer. Donc, réorganisez-vous. Et puis, ce que moi je dis, c'est que le choix devait se faire en termes de communication et que les villages eux-mêmes déjà disent effectivement nous avons fait un travail préalable et puis nous sommes vraiment une communauté vulnérable, donc nous soumettons cette demande-là à ANADEB. Et donc, mais dans tous les cas, la démarche est intéressante de réveiller chez les communautés cette fierté de dire ok, c'est nous qui allons travailler pour changer quelque chose dans notre communauté. Et c'est vraiment à saluer. Félicitations aussi à ANADEB pour ce travail formidable avec la jeunesse. Et merci beaucoup toujours à la Banque mondiale. Bon, on a comme l'impression... Peut-être, oui, voilà. pour rebondir un peu sur ce que l'ami est en train de dire, vous savez, si on ne va pas
vers les vulnérables, c'est les exclus. Si on ne va pas leur apporter l'information chez eux et qu'on attend que ce qu'ils viennent, on risque de ne pas les avoir. On risque de les abandonner. Ce que nous sommes en train de dire, c'est d'autres personnes qui ont au moins un poste téléviseur chez eux qui vont suivre ça. Mais eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont même pas de radio. Et puis, souvent même, la pauvreté, c'est vraiment la pire des maladies. Donc, ça fait que, oui, la personne elle-même s'exclut. S'exclut et donc se dit même l'information là, ce n'est pas pour moi. Quand il verra même les gens en train d'écouter à la radio quelque chose d'intéressant, lui va plutôt préférer la musique ou même ne même pas être de ce côté-là. Voilà un peu pourquoi, si on veut procéder comme ça, j'ai comme l'impression que c'est les moyens là qu'on va toujours continuer par servir. Mais ceux qui sont vraiment en bas là, comme le disent mes amis là, on ne les aura pas. On est obligé d'aller vers eux, leur apporter l'information. Et ça fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ne sont plus, ils ont changé de statut. Ces villages aussi ont changé de statut. Parce que quand quelqu'un vous dit, nos bêtes n'avaient pas où boire de l'eau, oui. Dans un pays où, dans une zone où on a de grands éleveurs, vous voyez tout ce que ça produit. Mais aujourd'hui, cette communauté a de l'eau. A de l'eau et peut continuer, et peut en toute saison être tranquille avec sa richesse. C'est-à-dire ses moutons, ses bœufs, ses chèvres. Donc l'approche, on la voit, on la trouve, en tout cas théoriquement elle tient. Mais dans la pratique, elle ne nous semble pas souvent indiquée. Si je peux compléter ce que vous avez dit, Madame Katanga, en fait, c'est quelque chose que nous avons essayé. En fait, on est à la troisième génération de projets de ce type dans ce pays. Et on avait commencé par cette approche de mettre l'information à disposition et demander aux gens, envoyer la demande. Dans le temps, c'était avec les... ANADEB n'existait pas encore, c'était avec les AGAIB, Agences d'appui au développement à la base. Et ce qu'on a constaté, c'est que en fait, les demandes venaient de ceux qui étaient dans l'environnement immédiat de ces agences-là, et pas de ceux qui avaient vraiment besoin. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on a dit, OK, on va plutôt... donc, c'est l'approche par la demande, ce que vous dites. Non, on va plutôt faire une approche par l'offre. Donc, on va aller les dénicher et on va travailler avec eux. Et ça a fonctionné parce que, effectivement, grâce à cette approche, et sur un autre projet, justement, on a pu vraiment... Des gens qui... quand on a été sur le terrain la semaine dernière, il y a des gens qui ont dit, vraiment, on ne savait pas que le gouvernement pensait à nous. Vous voyez? Parce qu'il n'y avait même pas de réseau. On a dû s'arrêter quelque part, on a laissé certaines voitures, et on a dû prendre les 4x4 pour pouvoir aller. On arrive en haut, il n'y a même pas de réseau. Et on a eu un petit problème technique, on ne pouvait pas communiquer. Il fallait retourner pour aller constater qu'est-ce qui se passait et aider les collègues. Donc, ce que vous dites, c'est vrai, mais on a essayé et on en a appris et on a dit il vaut mieux plutôt aller surtout vers les vulnérables. Et ça semble fonctionner. Il y a beaucoup qui réagissent à travers le WhatsApp. Je vais rapidement lire une de réactions. La première, bonsoir à tous les invités. Félicitations ANADEB pour la réussite de ce projet. J'avoue que 1h30 ne suffirait pas à parler de ce projet car j'ai été acteur du dit projet jusqu'à récemment en juin. Il y a assez de résultats palpables à faire valoir et des acquis louables. Seulement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de suite à ce projet. Les besoins sont énormes aujourd'hui et ANADEB et la Banque mondiale en sont conscientes. Mobilisons-nous tous pour le bien-être de la jeunesse de notre pays. Et voilà une réaction, vous avez compris sa préoccupation. Et également, on ne va pas tout lire quand même, il y a beaucoup de réactions, je prends de façon aléatoire. Bonsoir Togama, je tiens à dire merci à ce projet à l'endroit de nous les jeunes. Bonne émission. Nous avons besoin de ANADEB chez nous, à Mango, à Oti Sud. Voilà. Alors, nous allons continuer. On a encore une dizaine de minutes pour clore cette émission. On a encore l'impression que EJV, tout n'a été que rose du début jusqu'à la fin. Où se situait le goulot d'étranglement dans la mise en œuvre de ce projet? Merci beaucoup.
la grande difficulté qui a failli porter un coup dur au projet, c'est la pandémie. Parce que c'est un projet qui s'adresse à des groupes de personnes. Et donc les interventions étaient à l'endroit de au moins 70 jeunes dans un village. Vous avez vu avec la pandémie toutes les mesures barrières. Et donc cela nous a amené même à suspendre pour un moment l'exécution de ce projet. Et on avait vraiment peur de ne pas pouvoir réaliser tous nos objectifs. Heureusement que l'impossible n'est pas togolais. On a essayé à partir de ce qu'on avait fait dans les autres villages pour revoir l'approche d'accompagnement. Et puis rapidement, on est passé et puis on est aujourd'hui tous heureux que tous ces villages-là, tous les 200 villages ont reçu les mêmes appuis, tous les jeunes, en tout cas, qui ont respecté et qui ont honoré leur engagement, parce qu'il fallait aussi honorer ces engagements avant de bénéficier des 60 000 francs dont les jeunes parlaient. Donc, ceux qui ont été vraiment réguliers, assidus aux travaux à haute intensité de main d'œuvre, aux formations, parce que tout ceci était comptabilisé, et surtout à l'épargne. Parce qu'au cours des formations aussi, il y avait un thème sur l'épargne. Et donc les jeunes vraiment ont appris à épargner. Ils ont des comptes, ils ont des épargnes. Et sur la base des épargnes, on a pu leur accorder des ressources pour faire leur travail. Donc voilà l'une des grandes difficultés. La grande des grandes difficultés, c'est à partir du 1er janvier 2022, où nous n'aurons plus les ressources. Nous aurons l'appui technique, ça je suis sûr. Nous aurons l'appui technique de la banque pour continuer. Et même des experts qui sont avec nous ici. Nous avons les mairies qui sont engagées, ça il faut le noter aussi, les mairies qui sont engagées à continuer le travail avec nous. Mais on a un problème de ressources qui risque de limiter les volontés des uns et des autres. Mais je reste confiante que... Comme toujours, voilà. La directive de l'ANADEB a été toujours optimiste. L'autre difficulté sur laquelle beaucoup reviennent, c'est que le projet a souffert à certains endroits donnés de suivi. Parce qu'il y a des travaux qui sont réalisés, mais qui souffrent de suivi justement. Et du coup, le résultat semble être un peu... Voilà, au comprenez. Il y a des zones où il y a des pistes qui ont été tracées. Juste après ces pistes-là, par exemple, il n'y a plus de... Oui, ça c'est la limite des travaux à haute intensité de main d'œuvre. C'est fait manuellement. Ouais. Quand on trace, vous voyez, c'est des jeunes avec leur force physique et des brouettes et des pioches. C'est avec ça ils ont essayé d'aménager des routes, des pistes allant dans leur ville pour désenclaver un peu leur village. C'est normal. C'est normal qu'on soit devant cette situation-là. On a des retenues d'eau qui ont été aussi mises en place par les jeunes. Mais et même qui présentent aujourd'hui des failles. Heureusement que le partenaire a accepté de nous accompagner pour corriger ce que nous pouvons corriger. Les routes, les pistes plutôt, on ne peut pas. On ne peut que faire ce qui a été fait. Mais pour des ouvrages, par exemple des ouvrages d'eau, le partenaire a accepté de nous accompagner. Donc nous sommes dans ce processus-là pour vraiment renforcer, surtout du côté des retenues d'eau, parce que ce n'est pas c'est des choses qu'on peut corriger. On peut corriger, mais vraiment les pistes, c'est beaucoup plus les pistes, je suis d'accord avec vous. Voilà. Les pistes, la main à ses limites. Voilà. Merci. Il y a cet autre téléspectateur qui demande à savoir si ce sont les vrais jeunes que vous choisissez ou ce sont d'autres qui sous-traitent avec les jeunes sans que vous ne puissiez les déceler. Non, ça je peux l'inviter, je peux lui donner tous les noms des villages qu'il aille. Peut-être qu'en les regardant, vous voyez, c'est ça ce que la pauvreté fait. Quand vous regardez certains, vous doutez qu'ils aient moins de 35 ans. Mais c'est vrai, ils ont moins de 35 ans. C'est les conditions dans lesquelles les gens vivent qui agissent, c'est ça prématurément. Ouais. Oui, mais il n'y a pas de soute, ce n'est pas possible. Ouais. Non, parce qu'on a... Non, ce n'est pas possible. Comme l'a dit madame, c'était en assemblée villageoise, c'était devant tout le monde. Oui. D'abord, on met l'information à disposition. Il y a ce projet qui vient, qui va accompagner le village.
ceux qui veulent viennent s'inscrire. Dans certaines communautés, la liste est très, très longue. Dans d'autres, c'était court et c'est une des difficultés qu'on a eues aussi parce que tous les jeunes sont partis. Mais là où c'était long, on avait la contrainte d'assurer une bonne participation des femmes. Donc, à travers un processus une approche de quota. Mais à part cette contrainte, tous ceux qui se sont inscrits et qui remplissaient le critère d'âge et le critère de vulnérabilité retenu, on les a tirés au sort. Et c'est devant tout le monde, c'est pas au bureau que ANADEB a fait ça, c'était devant tout le monde, un peu comme on a choisi les villages aussi. Les villages ont été choisis. Ouais. Il y a cette autre question que je vais vous poser rapidement. C'est un téléspectateur également qui la pose. On a entendu dire que le projet EJV devrait prendre en compte les personnes en situation de handicap, mais dans le film que vous nous avez présenté, nulle part on a trouvé de personnes en situation de handicap. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup. Merci. Ça, je crois que c'est le tournage. Sinon, les personnes en situation de handicap ont été prises en compte dans ce projet. Ouais. Et ailleurs, par exemple, vous voyez qu'il y a des jeunes mamans. Les enfants sont... Les équipes ont créé les solutions aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Les mamans qui avaient des bébés, les personnes avec handicap s'occupaient, ne serait-ce que surveiller les enfants. Et quand un enfant pleurait, faisait appel à sa maman pour venir. Les personnes Est-ce que vous les sélectionnez au moment de... Absolument. C'est tout le monde qui vient donner son nom et vient s'inscrire chez le président CVD. Et on a donné l'information pour dire personne ne doit être exclu. Personne. Vous ne devez pas dire parce que tel a tel handicap, ce n'est pas possible. Il y avait un quota pour les personnes handicapées, pour les femmes, pour les etc. C'est même un indicateur qui a été apprécié au cours de l'évaluation. Oui. Des experts. Monsieur Badjo. Non, effectivement, je pense que la question sur la jeunesse, ça a son sens parce que vulnérables, c'est aussi des gens qui vont avoir des problèmes pour avoir une carte d'identité, un acte de naissance. Donc ça veut dire que identifier exactement la tranche d'âge peut poser des problèmes. Donc c'est des choses quand même qu'il faut voir prochainement pour voir comment est-ce qu'on peut aider aussi à régler ce genre de problèmes autour de ça. Sinon c'est réel. Alors merci. Votre mot de la fin Non, je pense que c'est un plaidoyer à faire au niveau de la Banque mondiale pour voir comment il faut poursuivre le projet et en même temps demander au gouvernement de continuer cette volonté politique d'accompagner la jeunesse et d'engager plus de ressources à travers d'autres partenaires techniques et financiers pour accompagner cette dynamique au niveau de la jeunesse, surtout dans les villages les plus reculés de nos pays. Merci. Monsieur Séchi. Merci. Moi, je voudrais, en fait, c'est une suggestion pour la capitalisation parce que là, on a vu des résultats sont probants. Mais moi, en fait, peut-être c'est une inquiétude. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je pense que ce n'est pas sur le plateau qu'on va le comprendre quand même. Mais c'est une réflexion parce qu'on se dit que souvent, quand vous observez le travail de chaque ministère, on a l'impression que les gens travaillent en vase clos en fait, parce qu'il y a un ministère qui est en charge des infrastructures routières. Je pense que dans le programme de la feuille de route, il est prévu également la réalisation des pistes. Les jeunes ont déjà fait un gros travail, par exemple, avec leurs mains, leur force physique, en traçant. Pourquoi ne pas... C'est un plaidoyer, comment je fais, parce que je me dis que ça sera encore plus vivant, plus concret, si le nombre de pistes, parce qu'on a dit 100 combien de kilomètres 116 kilomètres. C'est 116 kilomètres. Si on pouvait les mettre déjà dans le pipeline du ministère en charge des infrastructures, vous dites, voilà, les jeunes ont déjà commencé par tracer, nous allons continuer. Et après, on va penser à d'autres qui n'ont pas encore de pistes, etc. Ici, il faudra au moins qu'on sente qu'on reconnaît qu'ils ont fait un effort. C'est un plaidoyer que je fais, hein, c'est pas, mais je me dis que c'est important et continuez par féliciter. Je pense que c'est possible. Féliciter la Banque mondiale pour tous les efforts et pour tout le financement qu'il consent. Et les jeunes ont déjà commencé par vous envoyer d'autres plaidoyers. Donc nous le disons de vive voix devant vous, mais que nous puissions penser
à l'après aussi, parce que c'est comme Madame la DG l'a dit tout à l'heure, c'est à partir du 1er janvier qu'on va commencer par dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment nous arrivons à continuer, et c'est là-bas que nous interpellons maintenant les mairies pour qu'elles prennent leurs responsabilités afin de pouvoir continuer par permettre à ce que la flamme qui, en fait, la flamme qui a été allumée ne s'éteigne pas et que cela continue par être activé. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Et il y a un téléspectateur qui nous donne réponse à l'interrogation de tout à l'heure. Il nous fait comprendre que j'ai été facilitateur et coach sur le projet EJV. Je peux assurer que nous avons travaillé avec les personnes en situation de handicap comme les sourds-muets, par exemple. Les jeunes ont vraiment apprécié et on espère que le projet va s'étendre à d'autres communautés. Je m'engage et ma nation me soutient, madame. Vous avez votre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci aux différents acteurs qui ont participé aux côtés de l'ANADEB pour cette réussite. Ce n'est pas une réussite de l'ANADEB seule. Le ministère des Travaux publics a été un de nos partenaires dans la mise en œuvre de ce projet. Et donc, même pour la réalisation de ces infrastructures, de ces pistes, nous avons eu l'appui des directions des travaux publics, des directions régionales des travaux publics qui étaient à nos côtés. Et donc, nous continuons la discussion avec eux pour voir comment, ne serait-ce que prendre en compte certaines pistes qui sont vraiment des pistes importantes où les populations en ont besoin pour l'écoulement de leurs produits. Nous avons une stratégie de sortie de ce projet. C'est même une stratégie à partir du 1er janvier 2022 où les mairies jouent un rôle très important. Les mairies de tous ces villages-là se sont engagées aux côtés de l'ANADEB pour continuer le travail. Et donc moi je remercie toutes ces personnes. Merci à la TVT, merci à nos amis qui sont venus, qui ont fait des contributions que nous allons prendre en compte dans la suite. Et comme on est tous à Lomé, on pourra voir comment s'approcher de l'un ou de l'autre pour, en tout cas, continuer l'accompagnement des jeunes. Merci beaucoup. Merci d'être passé aussi, monsieur le chef projet. Davier est à 15 km de Lomé, c'est un téléspectateur qui le dit, mais nous n'avons pas eu écho de EJV et ça dit que nous ne sommes pas considérés comme étant d'un milieu rural. Vous répondez et ça vous sert de mot de fin en même temps. Avec grand plaisir, je réponds. Davier est certainement, comment on dit ça, le milieu rural et, bon, comme on dit en français ivoirien, les moutons se promènent mais n'ont pas le même prix. Il y a pauvre dans pauvre. Voilà. Donc et encore une fois, on a voulu commencer quelque part. Et comme vous l'avez dit quelque part au cours de l'émission, il y a des centaines de milliers de jeunes Togolais aujourd'hui qui sont dans cette situation-là. On n'a touché que 14 000. Et mon mot de fin, vraiment, c'est un mot de plaidoyer à l'endroit du gouvernement, à l'endroit du ministre des Finances, à l'endroit même du chef de l'État, qui, je sais, est extrêmement engagé. J'ai beaucoup aimé votre citation au début, qui figure dans la feuille de route. Nul ne doit être laissé de côté. Et je crois qu'on a montré la preuve à travers EJV qu'on a une approche qui marche quand il s'agit de faire face aux questions, aux problématiques auxquelles les jeunes font face en milieu rural. Et il ne reste plus qu'à étendre, mettre à l'échelle ce qu'on a fait auprès de 14 000 jeunes. Merci beaucoup. Mettre à l'échelle l'initiative, c'est aussi à travers bien d'autres projets qui sont également mis en route sur l'ensemble du territoire. Nous reviendrons également pour faire le point, le suivi de toutes ces initiatives. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.